À la une ce soir, Jonathan Salinas, nouveau maillot jaune du Tour cycliste de Martinique. Le Vénézuélien de la pédale pilotine est arrivé en tête aujourd'hui à Macouba. Félix Cruz-Colón et Cédric Locatin sont arrivés respectivement en 2e et 3e position. Les automobilistes sous vidéosurveillance à Fort-de-France. Le dispositif est entré en vigueur depuis 2 semaines. 60 caméras réparties dans toute la ville ont été installées pour verbaliser les conducteurs indisciplinés. 5 organisations syndicales mobilisées ce matin devant la DAF pour soutenir Philippe Aurore. Une commission consultative paritaire se tiendra demain pour valider ou non le départ du proviseur du Lecta de Croix-Rivaille. Enfin, la ville de Sainte-Marie a un nouveau maire depuis ce matin. René Vatenard succède à Bruno Nestor-Azero. Une passation de pouvoir qui s'est déroulée au Palladium pour respecter la règle du non-cumul des mandats. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Jonathan Salinas est le nouveau maillot jaune de ce Tour cycliste de Martinique. L'étape du jour reliait Trinité à Macouba en 111 km 500. Elle a été remportée par Jonathan Salinas, suivi de Félix Cruz-Colón de la pédale pilotine et en 3e position, Cédric Locatin de la Guadeloupe. Comme chaque soir du Tour, vous retrouverez les détails complets de cette étape dans le magazine Tour à Tour, juste après ce journal. Souriez, vous êtes filmé. La vidéo-verbalisation est entrée en vigueur depuis 2 semaines dans la ville de Fort-de-France. Désormais, les conducteurs indisciplinés peuvent être verbalisés grâce au concours de 60 caméras réparties sur toute la ville. Les PV sont alors envoyés directement au domicile des contrevenants. Voyez les précisions de Louis Sabas. Alors, voilà. Une infraction constatée en direct. Stationnement sur trottoir, gênant comme on peut le constater. Donc c'est sur une rue de l'hypercentre. Nous sommes dans le centre de supervision urbain, un lieu tenu secret où sont transmises toutes les images de la 60aine de caméras réparties sur Fort-de-France. Le cœur de la vidéo-verbalisation. Nous avons des résultats assez probants et intéressants, surtout en termes de stationnement gênant sur trottoir, sur emplacement réservé aux handicapés, double fil, tout ce qui gangrénait notamment la circulation dans l'hypercentre. Conduite dangereuse, non-port de la ceinture, portable au volant ou défaut de casque, ces caméras capables de voir une pièce de monnaie à 300 mètres ne laissent rien passer, à condition que les infractions soient constatées par les opérateurs. Depuis le lancement de l'opération il y a 2 semaines, c'est plus d'une centaine de vidéos-verbalisations qui ont été dressées puis adressées aux usagers indélicats. Ces infractions, une fois qu'elles sont constatées par l'agent verbalisateur, derrière l'écran de contrôle, va donner lieu le plus souvent à l'édition de 2 photos, notamment pour les questions liées au stationnement, puisqu'il s'agira de constater que le véhicule était immobilisé. Dans ce cas, nous aurons 2 photos qui seront éditées à 10 minutes d'intervalle, et ces photos vont être transmises évidemment avec les éléments de l'infraction, donc le procès-verbal, pour traitement par le Centre national de Rennes. Ce dispositif renforce le travail des équipes humaines destinées à lutter contre l'insécurité. Avec la vidéo-verbalisation, la municipalité compte faire évoluer le comportement des usagers de la voie publique. Nous voulons nous attaquer aussi à la problématique du sentiment d'insécurité qui persiste, c'est-à-dire la manière dont la personne perçoit la sécurisation et comment elle se sent lorsqu'elle est dans la rue. Et donc ça, pour faire évoluer ça, c'est non seulement les moyens humains que nous mettons en place, mais aussi les caméras qui nous permettent 24 heures sur 24 d'être présents, de filmer, d'enregistrer et de retrouver les auteurs d'infractions. Je dois dire que la vidéo-verbalisation s'inscrit dans cet état d'esprit-là. La vidéo-verbalisation a fait ses preuves dans l'Hexagone. À Fort-de-France, l'installation des caméras de vidéosurveillance aura coûté près d'1 203 000 €, le prix pour plus de sécurité dans la ville capitale. En bref, la police nationale lance un appel à témoins dans le cadre d'une enquête pour accident mortel de la circulation survenu le 5 juin dernier. Les faits se sont déroulés à 7 h sur la RN5 dans le sens Lamentin-du-Cos au niveau de la station service Total Aéroport. Les enquêteurs recherchent des témoins de la collision entre un pick-up ranger et 2 cyclistes. Le témoignage du chauffeur de la 206 grise qui avait courageusement poursuivi le conducteur du pick-up pour l'obliger à revenir sur les lieux de l'accident est capital. Les témoins sont priés de prendre rapidement contact avec la brigade des accidents du commissariat du Lamentin au 05 96 39 20 00 ou au 05 96 39 20 11.
Nouveau remous dans l'affaire de la mutation controversée du proviseur du LECTA de Croix-Rivaille. 5 organisations syndicales accompagnées de la Sopamar se sont mobilisées ce matin devant la DAF à Fort-de-France en soutien à Philippe Aurore. Pour rappel, l'homme qui devait être muté en Guadeloupe avait pu conserver son poste suite à la mobilisation du corps enseignant. Aujourd'hui, nous sommes à la veille de la commission consultative paritaire qui se déroulera à Paris et qui devrait valider ou non son départ. Voyez les explications d'Alizé Lutran et de Michelet François. Nouveau coup de théâtre une année scolaire après la première bataille. Les organisations syndicales présentes aux côtés de Philippe Aurore depuis le début en perdent leur latin. Le proviseur occupe ses fonctions depuis 3 ans au lycée agricole de Croix-Rivaille. En théorie, les mutations ne seraient imposées qu'après 9 ans au même poste. Sauf si effectivement le ministère décide que dans le cadre de l'intérêt du service, le cadre d'une sanction disciplinaire, qu'il soit déplacé. Or, ça n'est pas le cas. C'est-à-dire, au vu des résultats que nous voyons, d'accord, monsieur Aurore, financièrement, le lycée tient la route. On a quand même un budget créditeur de 318 000 €. En termes de résultats, on tient la route. En termes d'effectifs, on tient la route. En termes de projets, on tient la route. En termes d'accompagnement de son équipe, on tient la route. Une commission consultative paritaire doit se réunir demain à Paris pour sceller le sort du proviseur. Ultime recours selon les syndicats, en appelé au pouvoir de Jacques Helpin. Le directeur de la DAF serait le seul chez nous à pouvoir interférer dans les décisions en émettant un rapport positif de la gestion du lycée agricole sous la mandature de Philippe Aurore. Il a transmis par mail directement au ministère et nous avons demandé aussi un échange téléphonique, ce qui nous a été refusé. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un rôle inversé de la démocratie. Ça veut dire que les administrations considèrent que c'est elles qui doivent décider et non pas le peuple qui doit décider. Après une première tentative infructueuse, Olivier Bérisson tente une nouvelle fois de joindre dans l'urgence le ministère de l'Agriculture. Le secrétariat a fermé. Hein. Si madame l'a dit, mais qu'elle n'est pas là. Hein. Donc ça a sonné dans le vide. Est-ce que ce n'est pas une manigance pour essayer d'étouffer l'affaire, de faire en sorte de ne pas répondre aux questions? Parce que nous avons posé une simple question. Hein. Qu'est-ce qui a changé entre le mois de mai et le mois de juin? Comment au mois de mai il est maintenu en poste et comment au mois de juin il ne l'est plus? Apparemment, ils ne veulent pas le calme et la sérénité sociale, scolaire dans ce pays-là. Eh bien, ils auront ce qu'ils cherchent. Les organisations syndicales attendent le verdict demain de la commission pour déterminer la suite du mouvement. De son côté, Philippe Aurore, victime d'un AVC en avril dernier, ne pouvait être présent aujourd'hui. Ceux qui le soutiennent depuis le début sont unanimes. Son combat lui coûterait aujourd'hui sa santé. Autre mobilisation ce matin, plusieurs bâtiments publics du Lamentin ont été barricadés par la CGTM-SOM en soutien aux 4 agents municipaux convoqués en conseil de discipline au tribunal administratif de Fort-de-France. Les employés sont accusés par le maire Pierre Samo d'avoir démoli une cloison des locaux syndicaux mis à disposition par la mairie. Le maire a demandé 2 mois de salaire par agent en indemnisation. Au final, le verdict rendu n'a retenu aucune sanction. Voyez les réactions de la secrétaire générale adjointe de la CGTM-SOM, elle-même convoquée devant le conseil de discipline. Elle s'exprime face à la caméra d'Alizé Lutran et de Michelet François. C'était un accident et ce jour-là, je n'étais pas présente au Lamentin. Donc il me reproche d'être présente alors que je n'y étais pas, mais des preuves ont été apportées prouvant que je n'étais pas présente ce jour-là au Lamentin. Il fallait simplement prouver ce qu'on disait. Nous avons fait un rapport, nous avons fait des courriers déjà à M. le maire qui n'a pas répondu tout de suite, mais qui nous a accusés malgré nos courriers indiquant que c'était un accident. Il n'a rien voulu entendre et il a continué sa procédure pour nous traduire devant le conseil de discipline. M. Samo ne veut pas punir pour la cloison, ce n'est pas la cloison qui est importante. Ce qu'il veut, c'est casser la CGTM au Lamentin. Parce que nous sommes un syndicat revendicatif et nous allons le rester de toutes les façons au Lamentin et partout à la Martinique. Politique, la commune de Sainte-Marie a un nouveau maire. Sans surprise, c'est René Vatnard qui succède à Bruno Nestor-Azero. Le premier adjoint au maire est donc devenu premier magistrat de la commune. Le député Bruno Nestor-Azero est donc officiellement en règle avec la loi du non-cumul des mandats. Reportage de Jean-Marc Dabrun. Un lieu exceptionnel pour un conseil municipal extraordinaire. Celui où Bruno Nestor-Azero cède sa place à son premier adjoint, René Vatnard. Monsieur René Vatnard, élu maire de la ville de Sainte-Marie.
Quelques minutes plus tôt avant l'investiture, Voilà les derniers moments. Bruno Nestor Azero était encore dans son fauteuil de maire, préparant les dossiers importants laissés à son successeur. On les a vus déjà, hein, mais il y en a pas mal. Hein. Donc, notamment, il y a le transport, l'organisation du transport urbain sur la ville de Sainte-Marie, même si c'est une compétence qui est dévolue à Cap-Nord et à la CTM, mais enfin, c'est un dossier éminemment urgent pour la ville de Sainte-Marie. Il y a également le dossier du stade de Sainte-Marie qui a démarré, mais là, il faut quand même le suivre. Et puis, il y a également l'aménagement de la place Eugène Mona au Mont des Aises. Il y a également les logements sociaux. Obligé de quitter le bureau de premier magistrat à cause de la règle du non-cumul des mandats, Bruno Nestor Azero voit en René Vathénard un homme de confiance. Un ami de longue date, hein, donc c'est un adhérent du MIP, le Mouvement Initiative Populaire. C'est également un élu qui m'accompagne depuis 2008, puisqu'il faut rappeler que j'ai été porté aux responsabilités municipales en 2008 et M. Vathénard a toujours été l'un de mes fidèles. Pour ces quelques Samaritains que nous avons rencontrés, l'arrivée de René Vathénard à la tête de la mairie ne devrait rien changer. Remplaçant, je pense qu'il fait continuer de travailler avec des affaires. Il fait un bon maire. Il était très sérieux et puis il est compétent. Avec 31 voix, soit l'unanimité des conseillers présents, René Vathénard est donc élu maire de Sainte-Marie, une consécration politique pour cet homme de 56 ans. On dit toujours que le travail paye. Et j'ai été toujours un agent, un premier adjoint fidèle auprès de Bruno Nestor Azero. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est cette reconnaissance qu'il m'accorde aujourd'hui pour pouvoir prendre les rênes de la commune qu'il a dirigée pendant 9 ans. Si Bruno Nestor Azero a laissé les clés de la mairie, il en garde tout de même un double, puisqu'il reste membre du conseil municipal et compte bien veiller sur son héritage. Il est membre du Parti communiste de Martinique depuis décembre 2015. Il est président de la commission finances de la CTM. Il a donc eu fort à faire ces derniers temps pour préparer les comptes de gestion et administratifs 2016 de la CTM. Notre invité politique de ce mardi soir est Michel Branchy. Bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, les comptes de la CTM ont fait l'objet de nombreux débats lors de la dernière plénière. La majorité voit des comptes en déficit dû à une mauvaise gestion de l'ancienne équipe, tandis que l'ancienne équipe, justement, l'opposition, elle voit le contraire. Alors, comment peut-on avoir deux lectures avec les mêmes chiffres déjà ? Il faut que nos téléspectateurs et les citoyens martiniquais comprennent que d'abord, un compte administratif retrace les recettes encaissées et les dépenses réalisées au cours d'un exercice. Au cas particulier, l'exercice 2016, qui est aussi le premier exercice de la nouvelle collectivité. C'est très important. Et il y a aussi ce qu'on appelle le compte de gestion du payeur territorial, c'est-à-dire un fonctionnaire du ministère des Finances qui est indépendant et qui est chargé, lui, de faire entrer l'argent, c'est-à-dire les recettes, ça s'appelle des titres de recettes, et il est chargé aussi de payer pour le compte de la collectivité, et aussi d'ailleurs pour les communes, pour toutes les collectivités locales, ça s'appelle des mandats. Alors, le compte de gestion établit une situation au 31 décembre de l'année, décembre 2016, et le compte administratif tient compte à cette date de ce qu'on appelle les restes à réaliser, c'est-à-dire ce qui est rattaché à l'exercice 2016 en matière de dépenses. Les dépenses qui ont été enclenchées, mais qui n'ont pas encore été payées, c'est ça ? Et également les recettes. Bon, je vais prendre un exemple. C'est comme si vous avez un compte en banque. Votre compte en banque, on vous envoie votre solde à la fin du mois, mais vous avez un certain nombre, vous devez quand même savoir ce qui vous reste. Eh bien, vous allez voir quels sont les prélèvements qui vont tomber automatiquement. Et puis, il y a les chèques qui sont déjà en cours, c'est ça ? Et puis, les chèques qui sont déjà en cours. Bon, c'est ça la différence. Alors, s'agissant du débat sur le déficit, le payeur comptabilise 36,4 millions et non pas 72 millions comme dit l'opposition. Bon, j'ai apporté là un document qui s'appelle le document comptable. Bon, okay. C'est un pavé, on n'aura pas le temps de le dire. Mais alors, non, parce que j'accuse l'opposition de fainéantise parce qu'il ne veut pas lire. D'accord. Bon, alors,
il s'agit donc de comptabiliser, n'est-ce pas, les recettes à réaliser et les dépenses à réaliser. Alors, qu'est-ce qui vous oppose là, finalement? Alors, finalement, nous avons un déficit, un excédent constaté par le PE de 36,4 millions et nous constatons un déficit compte tenu de ce qu'on appelle les restes à réaliser, c'est-à-dire les dépenses et les recettes qu'il faut comptabiliser, de 1,3 million. Voilà. Alors, c'est un petit déficit parce que ça représente 1 pour 1000 des dépenses. Les dépenses, bon, 1,3 million, à peu près 1,243 millions d'euros. Bon, c'est un petit. Mais tout ça, c'est la faute de l'ancienne équipe ou c'est la faute de l'ancienne équipe? C'est la faute de l'ancienne équipe parce que pendant cette année 2016, il a fallu payer des factures, des retards qui sont accumulés quelquefois depuis 2011. On a calculé que sur l'exercice 2016, il a fallu payer 256 millions de dépenses réalisées dans les exercices antérieurs. Alors, le montant du budget a été voté à hauteur d'1,2 milliard d'euros. Alors, est-ce que ça sera suffisant maintenant pour financer toutes les dépenses, toutes les promesses que l'Alliance Grand Assemblée pour bas payer en chance avait promis finalement? Bon, alors, d'abord, il y a quand même, en dehors du fait qu'il y a un déficit, il y a quand même des choses qui ont été réalisées. Bon, par l'ancienne... Il y a des choses qui étaient réalisées en 2016. En 2016, je vais citer quelques exemples, quand même. Bon, nous avons réalisé un certain nombre de travaux, 220 millions pour la commande publique. Je prends l'exemple simplement pour les aides aux entreprises. Il y a 553 entreprises qui ont touché 10 millions. Nous nous sommes engagés à fond sur le cyclotron. Nous avons pris en charge pour 13 millions d'euros le cyclotron. Ça, c'est la nouvelle majorité qui a pris en charge ou l'ancienne? La nouvelle, d'accord. Je parle de dépenses de 2016. Donc, en dehors du fait que nous avons apuré le passif, nous avons déjà engagé un certain nombre de chantiers. Donc il y aura de nouvelles dettes, ça veut dire? Alors ce que nous dit le Parce que les dettes qui se cumulent avec les autres dettes, ça fait de grosses dettes, non? Non, alors c'est ça le problème. C'est que ce que nous dit le PE, et la leçon qu'on tire de ce bilan, parce que c'est intéressant de tirer un bilan de temps en temps de ce qu'on fait, c'est qu'il nous faut faire preuve de prudence. Parce qu'il y a une situation financière tendue. Ça veut dire quoi, tendue? Ça veut dire que, par exemple, nous avons en caisse, en moyenne, 16 jours de paiement. C'est très insuffisant. Donc il faut pour cela que nous soyons obligés de demander, un peu comme vous ne pouvez pas faire face à vos dépenses, vous avez votre solde, et bien vous demandez un découvert bancaire. Eh bien, pour pouvoir payer les gens, eh bien, la CTM a été obligée d'avoir 30 millions des lignes de trésorerie, c'est-à-dire des prêts à très court terme, mais qui coûtent très cher. Alors, on va aller vite maintenant parce que le temps qui nous était imparti est déjà terminé. On va parler du TCSP. Alors, la marche à blanc a été renforcée, mais enfin, rapidement. Alors, on sait que le financement du fonctionnement avait causé beaucoup de désaccords entre la CACEM, le syndicat du TCSP, et la CTM. À qui revient le financement finalement? Est-ce que la CTM a les moyens de financer là aujourd'hui? Le TCSP... effectivement, aujourd'hui, va être prise en charge progressivement par une société sui generis qui s'appelle Martinique Transport, qui va exercer la compétence du transport sur l'ensemble de la Martinique. Mais c'est la CTM qui chapeaute. Le président de Martinique Transport, c'est le président du conseil exécutif, donc c'est la CTM qui va prendre en charge. Et elle a les moyens de financer tout ça? Le problème, c'est que le bébé nous est transmis avec, par exemple, des surcoûts considérables. La CACEM, par exemple, vient de nous avertir que la marche à blanc, qui était prévue, va coûter 1,4 million de plus. Ça veut dire pourquoi? Eh bien, ça veut dire qu'ils ont prévu la marche à blanc, parce que c'était prévu avant. Cette travaux était prévu, il fallait faire des essais. On n'allait pas lancer le TCSP comme ça. Mais qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Que, par exemple, toute une série de coûts avaient été sous-estimés. Donc, les choses n'avaient pas été anticipées. Mais c'est des coûts dus à quoi? Dû au fait que ça ait beaucoup de retard, je vais prendre un exemple. On s'est rendu compte que pour conduire des BHNS, il faut des chauffeurs expérimentés et bien formés. Et on avait compté un coût qui était de 3 000 euros par mois. Et maintenant, il faut prendre des chauffeurs qui coûtent 5 000 euros. Donc tout ça. Voilà donc. Et ça sera. Alors, ça va se négocier. Ces surcoûts-là vont se négocier entre Martinique Transport
et les autres EPCI, c'est-à-dire les communautés de communes, Cap Nord, CACEM et Espace Sud. Parce qu'il faut quand même, c'est pour le TCSP, c'est pas seulement pour le centre, c'est pour l'ensemble de la Martinique. Alors, rapidement, dernière question à l'économiste que vous êtes. Le Premier ministre et le Président ont fait plusieurs annonces en début de semaine dernière sur leur plan de travail. Quel est votre regard? Et est-ce qu'il y en a qui vous font peur ou qui vous font très plaisir? Alors, nous sommes rapidement, il reste nous sommes en face d'un programme furieusement d'austérité. Et je réagirai en tant que représentant d'une collectivité locale d'abord, c'est qu'on va continuer à baisser les dotations aux collectivités locales. Je vous signale que la CTM, par exemple, depuis 2014, quand on cumule Conseil général, Conseil régional, a perdu déjà 25 millions. Et pour l'année 2016, ils ont perdu 14 millions de dotation globale de fonctionnement. C'est ce qui est annoncé. 60 milliards d'économies, dont une grande partie va être sur les collectivités locales. Donc les nouvelles ne sont pas bonnes. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Ça veut dire, tout simplement, c'est que d'abord, il ne faut pas accepter cette politique. Il faut et surtout, il faut dire, non, je tiens à le dire. Il faut dire qu'il n'y a pas de raison qu'on applique cette politique outre-mer parce que les pays d'outre-mer sont dans une situation de retard de développement. Et particulièrement la Martinique, qui est dans une situation dramatique de perte de population, d'exode de la jeunesse. Par conséquent, il y a l'exigence de se rassembler pour dire que une politique de ce genre ne doit pas être appliquée dans notre territoire. Très bien. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci. Restez avec nous à suivre dans un instant. Nous irons à Paris où les élus guyanais et le collectif pour la Guyane décollée ont été reçus par la ministre des Outre-mer. Ils ont travaillé sur les accords de Guyane. Les affaires maritimes ont fait l'acquisition d'une nouvelle vedette. Elle servira à réaliser plusieurs opérations de sécurité en mer, notamment pendant le Tour des Yoles. Et puis nous parlerons des programmes de théâtre proposés par l'atelier Yuma pendant les grandes vacances. La créativité est le maître mot du projet. Direction Paris avec la ministre des Outre-mer qui a reçu ce matin les élus de Guyane et le collectif pour la Guyane décollée. Une séance de travail pour évoquer le suivi des accords de Guyane et les 30 mesures prises pour un montant de 1,8 milliard d'euros. Notre correspondant Stéphane Alessandresco était sur place. Regardez. La réunion pour les suivis des accords de Guyane a eu lieu ce matin au ministère des Outre-mer en présence des élus guyanais et des représentants du collectif pour la Guyane décollée. La ministre a évoqué un plan d'urgence pour la Guyane comprenant 30 mesures qu'elle a détaillées devant la presse. En 3 mois, ou depuis la signature de l'accord de Guyane, où en êtes-vous? Qu'avez-vous vraiment fait? Qu'avez-vous vraiment mis en œuvre? Eh bien, c'est ce qui a été aujourd'hui, ce 11 juillet 2017, vu. C'est 60% d'engagement de l'État en faveur de la Guyane qui sont d'ores et déjà mis en œuvre. Cela concerne 18 mesures prioritaires pour la collectivité locale, des mesures sur la sécurité, sur la santé, sur l'éducation et bien sûr pour le tissu économique. 60% d'engagement de l'État pour un montant de 1,8 milliard dans un plan d'urgence de 30 mesures. Cela répond aux attentes de la délégation guyanaise. Ce qu'on a vu ce matin, ça n'est autre que la traduction quasiment parfaite des points qui étaient signés dans ce protocole en avril 2017. Donc aujourd'hui, il n'y a pas eu de nouveauté. Bon, maintenant, lorsque on va reprendre la séance, peut-être qu'on va aborder le programme additionnel des 2 milliards d'euros. Mais sur le premier milliard, on a retrouvé les éléments qui avaient fait l'objet de la signature du protocole. Et aujourd'hui, c'est la traduction budgétaire. Cependant, il reste 2,1 milliards en suspens pour financer les mesures additionnelles qui ont été évoquées dans les accords de Guyane le 21 avril. Maintenant, il faut aller vers le plan additionnel qui aussi va évoquer un certain nombre de points. Nous allons en discuter dans le comité de suivi. Bien sûr, la Guyane a beaucoup d'attentes et que, pour ma part, les accords de Guyane même sont un plancher. Il faut aller au-delà de ça pour rattraper ce retard de plus de 50 ans. Nous allons rentrer dans la deuxième partie maintenant, c'est-à-dire sur le 2,1 milliards. Pour que nous puissions avoir des certitudes et des assurances par rapport à la Cour des comptes qui aurait annoncé dans son audit que l'outre-mer serait sacrifié aussi.
Ça nous sera difficile de revenir en Guyane en disant aux gens qu'on a discuté uniquement sur le 1,86 milliard et qu'on n'a pas parlé des 2,1 milliards, qui est, je répète, le plan qui traite les urgences des urgences. Voilà, donc on ne peut pas retourner auprès de la population guyanaise en lui disant qu'on a mené des discussions partielles, je veux dire. Ça n'est pas possible. Les 2 milliards additionnels restent donc en négociation et feront l'objet d'un suivi en Guyane et à l'échelon national dans les mois à venir. Direction la Guadeloupe avec ce rapport de la Chambre régionale des comptes qui pointe du doigt la gestion des municipalités de l'archipel. Endettement et insécurité généralisée seraient les mots qui caractériseraient le plus la situation des mairies. Dans son rapport d'activité de l'année 2016, le verdict est formel. Les chefs d'exécutifs locaux rencontrent des difficultés à mettre en place leur programme, non pas à cause d'un manque de recettes, mais plutôt d'une mauvaise gestion. Décryptage de Jacques Canval. Les communes de l'archipel seraient-elles incorrigibles? C'est ce que laisse penser le rapport annuel de la Chambre régionale des comptes. L'institution estime qu'elles ne sont pas en manque de recettes, comme elle le proclame assez souvent, mais installées dans une situation de gestion inadaptée, d'insincérité des écritures comptables et de dépenses de fonctionnement excessives. Le juge financier dénonce le péché mignon des élus qui ont une tendance presque pathologique à gonfler leur budget en inventant des recettes juridiquement incertaines. Pour la Chambre régionale des comptes, la politique de recrutement des communes est condamnable car hasardeuse et très coûteuse. Cette mauvaise gestion tire l'économie vers le bas car la commande publique émanant des instances communales et de quelques communautés d'agglomération n'est pas honorée. Au 31 décembre 2015, 124 millions d'euros n'étaient pas payés aux entreprises pour défaut de trésorerie. Si l'on ajoute à cette somme déjà colossale les dettes dues à EDF, mais tenues secrètes, on comprendra tout de suite que beaucoup de nos collectivités sont en faillite. Cela dit, à la décharge des communes, il faut dire que l'application du statut de la fonction publique territoriale a porté le total des charges de personnel à 60,4% du montant total des charges. De retour en Martinique avec cette vedette acquise par les affaires maritimes. Une embarcation qui a été baptisée ce matin par la championne de boxe française Canel Léger. Son nom, le Tazar. La vedette servira à réaliser plusieurs opérations, notamment à encadrer le Tour des Yoles. Voyez les précisions recueillies par Louis Sabas. C'est une embarcation semi-rigide des affaires maritimes, dont la mission principale est triple, la police des pêches, la protection de l'environnement marin et la sécurité des usagers de la mer. Ici, vous avez la police des pêches, le respect des interdictions de pêche ou des engins prohibés. Vous avez la préservation de l'environnement. Il nous arrive régulièrement de plonger sur des cailles avec un filet qui est sur les coraux pour enlever le filet qui détruit les coraux, par exemple. Vous avez la préservation de la tranquillité des cétacés. Donc c'est un outil qu'on aimerait coupler à terme avec un drone pour pouvoir intervenir dans la préservation de la tranquillité des cétacés. C'est un outil qui sert, vous le verrez, pour le Tour des Yoles, pour toutes les manifestations nautiques. Il est utilisé pour la sécurité, que les gens n'aillent pas trop vite, qu'ils ne soient pas ivres à la barre et qui respectent les règles de sécurité. Je suis ravie. Le jour où on m'a demandé si je voulais être la marraine du Tazar, j'ai tout de suite accepté parce que je trouve qu'il me représente bien. Il est rapide, puissant et il sait su prendre ses poids au bon moment. Place à la culture maintenant avec des ateliers de théâtre proposés aux enfants pendant les grandes vacances. L'atelier Yuma a fait sa rentrée hier et propose aux jeunes de développer leur créativité et leur imaginaire. Voyez cette ambiance captée par Johan Boulard. Haut comme 3 pommes, ces comédiens en herbe se voient déjà jouer dans leur propre pièce de théâtre. Je m'appelle Madame Ninja. C'est la pirouette du Kung Fu. Je saute et je fais un mouvement. Et je combat. On a fait ça, on a sauté, après on a fait ça et on a remonté. Et à chaque fois on a fait l'oiseau. On s'amuse, on apprend des choses et aussi on rit et on se sent bien.
Théâtre, dessin, peinture ou encore sculpture, un stage pour stimuler la créativité et renforcer l'esprit de groupe des 4 à 12 ans. Un travail rendu possible notamment grâce à la complicité des tatis. Pour que les enfants s'amusent, il faut aussi que je m'amuse. Donc je prends mal les plaisirs à retourner en enfance et à m'amuser avec eux. On essaye de s'adapter à chaque enfant, donc à chaque caractère d'enfant. Il y en a qui sont plus timides, qui ont l'esprit de groupe, d'autres qui sont plus individualistes. Mais à chaque fois, on essaye de s'adapter pour qu'au final, ils arrivent à avoir une espèce de cohésion de groupe, prendre les qualités de chacun. Dans les années 80, Yuma décide de créer cet atelier participatif. Aujourd'hui, à la demande de ses anciens pensionnaires devenus parents, la directrice du centre relance le concept. Ici, chaque enfant est libre de s'exprimer comme il l'entend. Ils se déterminent en fonction de leurs envies, en fonction de leurs besoins. S'il y a un enfant qui, par exemple, veut rester complètement contemplatif, il a le droit. C'est là que vous allez faire les marionnettes. D'accord? Alors pour l'instant, ce sont vos mains qui sont les marionnettes. Ce sont les mains qui sont les marionnettes. On crée des petites pièces avec eux, qui ces petites pièces sont montées de toutes pièces, c'est vraiment le cas de le dire, avec donc des marionnettes, des masques, des décors, et c'est eux qui font tout. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pas des choses qui sont parachutées et puis les enfants sont obligés de faire parce qu'on a dit qu'il faut faire comme ça et comme ça. Pour clore cette journée, rien de tel qu'une séance de méditation bercée par le bruit de l'eau, dans ce centre aéré pas comme les autres. ATV toujours plus proche de vous, vient à votre rencontre dans les quartiers, c'est l'heure de notre JT des communes. Un JT des communes qui commence avec quelques informations pratiques pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Un camion de l'EFS sera stationné sur le parking du centre commercial La Galeria de 9h à 14h. Comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre-Zop d'Akitman au quartier La Ménard à Fort-de-France. Autre information pratique en bref, plusieurs accidents ont été constatés sur la route entre Trinité et Sainte-Marie suite à la présence de sirop de batterie provenant de la sucrerie Le Galion. Le nettoyage de la chaussée a déjà été effectué par les équipes de la CTM, mais la plus grande vigilance reste de mise. Direction les Trois-Îlets, à la rencontre de l'unique corsetière de Martinique. Cela fait 8 ans qu'elle est installée au cœur de la poterie et propose des corsets réalisés à base de bakwa. Hubert Bornil, vous l'avez déjà présenté en mai dernier. Nous vous proposons ce soir de la redécouvrir avec, pourquoi pas, une idée shopping pour les grandes vacances. Regardez. À la poterie des Trois-Îlets, on ne travaille pas seulement que la brique, il existe un petit atelier qui fait les choses en grand. Alors par exemple, ce genre de chemise que je porte, ou bien le corset bakwa. Le corset, la seule corsetière de Martinique, nous avons pu la trouver. Et puis, elle réalise pas mal de choses en bakwa, nous allons la voir. Yvonne a ouvert cette petite enseigne depuis 2009, après l'obtention de son diplôme de styliste modéliste. Depuis, la jeune dame se consacre pleinement à la création de vêtements et autres accessoires dont elle est la seule à avoir le secret. Ce jour-là, nous la trouvons en pleine fabrication d'un collier. Ici, par exemple, nous avons une pièce avec des perles d'eau douce, des nacres, des pierres. Et là, ce sont les petites fleurs de cocotier, des jeunes fleurs de cocotier qui sont très résistantes. Et puis, le bakwa est toujours doublé d'une matière naturelle. Le travail de la styliste ne se limite pas à cela. Elle est par ailleurs l'unique corsetière de Martinique. Avec une touche particulière, cependant, elle y a intégré le bakwa. Ce corset, il a été trempé dans l'eau pendant une nuit pour avoir cette couleur patinée. Le bakwa se lave, se repasse. Et on peut lui donner les formes que l'on veut au repassage. La tresse de bakwa, elle prend une forme qu'elle garde en plus. Le bakwa, que l'on connaissait jusqu'à présent en chapeau, un végétal qui semble parfaitement se combiner au tissu. Du coup, cela donne de belles réalisations et la clientèle apprécie. Alors la ceinture en cuir, c'est le succès total. D'ailleurs, je n'en ai jamais en stock parce qu'elles ne tiennent pas, elles ne restent pas longtemps en boutique. Alors, ce sont des tresses pleines. La fermeture, c'est un bouton en céramique que je fabrique toujours chez nos potiers. Et alors l'intérieur, c'est la particularité,
c'est que l'intérieur est vraiment très soigné parce que le végétal peut abîmer une robe en mousseline. Les modèles d'Yvonne enregistrent une bonne pénétration sur les marchés européens. Chez nous, le phénomène n'en est qu'à ses débuts. Ce n'est que maintenant que la clientèle martiniquaise commence à s'intéresser aux vêtements portant du bacquois, puisque nous sommes dans une mouvance de naturel. On le voit par les coiffures, par les bijoux. Retrouvons tout de suite Stéphane Lupon, duplex du plateau Tour à Tour, d'où il vous présentera dans un instant tous les détails de cette 4e étape du Tour cycliste de Martinique. Alors Stéphane, bonsoir, de quoi allez-vous nous parler ce soir? Bonsoir Sabrina, eh bien nous l'avions annoncé hier soir, il y aurait eu des juges de paix, casse-pilote, Morne-Beu et la montée du Morne Rouge. Eh bien, ça s'est vérifié aujourd'hui sur les routes. Il a fait chaud, ça c'était pour le climat, mais ça a été chaud aussi dans toutes ces montées qui ont mené jusqu'au Macouba. En fait, Sabrina, on pourrait dire trivialement, bécane tombée, et on en reparle tout à l'heure dans le magazine Tour à Tour. Très bien, ça promet tout à l'heure Stéphane. Et c'est ainsi que s'achève votre journal local et régional. Avant de vous quitter, je vous rappelle les titres qui ont été développés ce soir. Jonathan Salinas, nouveau maillot jaune du Tour cycliste de Martinique. Le Vénézuélien de la pédale pilotine est arrivé en tête aujourd'hui à Macouba. Félix Cruz et Cédric Locatin sont arrivés respectivement en 2e et 3e position. Les automobilistes sous vidéosurveillance à Fort-de-France. Le dispositif est entré en vigueur depuis 2 semaines dans la capitale. 60 caméras réparties dans toute la ville ont été installés pour verbaliser les conducteurs indisciplinés. 5 organisations syndicales mobilisées ce matin devant la DAF à Fort-de-France pour soutenir Philippe Aurore. Une commission consultative paritaire se tiendra demain pour valider ou non le départ du proviseur du Lecta de Croix-Rivaille. Enfin, la ville de Sainte-Marie a un nouveau maire depuis ce matin. René Vaténard succède à Bruno Nestor-Azero. Une passation de pouvoir qui s'est déroulée au Palladium pour respecter la règle du non-cumul des mandats. Restez sur ATV, retrouvez la suite de vos programmes, le magazine Tour à Tour présenté par Stéphane Lupon, suivi à 20h de 2 épisodes de la série Flash. Quant à moi, je vous retrouve avec plaisir demain soir dès 18h50. Passez une bonne soirée avec nos programmes et avant de vous quitter, je me permets de féliciter tous ceux qui ont eu le bac et le brevet et tous les examens de cette année. À demain.